RCA, siège des BRICS, les derniers jours de la France-Afrique, nous nous interrogeons. Je me reprends, RCA, siège des BRICS, les derniers jours de la France-Afrique, c'est notre grande interrogation. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Eh bien, Mesdames, Messieurs, un mémorandum a été signé sur l'installation en République centrafricaine du siège des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud pour l'Afrique centrale, a-t-on appris d'une note d'information publiée lundi soir par la présidence centrafricaine. Ce mémorandum a été signé par le président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra et la présidente des BRICS, Larissa Zelensova, qui conduit une délégation des BRICS pour un séjour depuis dimanche de la semaine dernière à Bangui, capitale centrafricaine. Cette rencontre entre les deux parties a également pour objectif de créer un cadre de collaboration entre la plateforme des BRICS et la RCA sur le plan économique, social et financier, selon, bien sûr, les autorités des BRICS. Eh bien, il faut préciser également, mesdames, messieurs, que le professeur Faustin Archange Touadéra s'est réjoui de l'intérêt des BRICS à son pays et de leur visite, ce qui, selon lui, est une réelle opportunité pour le développement de la République centrafricaine. La rencontre avec les BRICS est pour nous l'occasion de partager sur les opportunités réciproques qui s'offrent à la RCA et aux BRICS et aussi d'échanger sur d'importants projets d'urgence qui représentent le socle de la relance de notre développement, a-t-il ajouté. Et bien sûr, c'est ce que nous gardons. RCA, siège des BRICS, les derniers jours de la France-Afrique, en tout cas, nous nous interrogeons ce matin. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Matengene, enseignant à l'université de Douala, et surtout sociologue qui est avec nous ce matin. Jonathan Matengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Gross, bonjour à tous les téléspectateurs. Ils sont des milliards qui nous suivent. Nous leur disons merci pour la confiance et nous savons que leur engagement sur le terrain fait la réussite de ce combat. Très heureux de vous avoir, Jonathan Matengene. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau de Panafricaniste TV. Vous avez laissé vos étudiants pour être là ce matin, même si je sais que le Cameroun va jouer tout à l'heure aux alentours, d'ici quelques 22 minutes. Nous sommes le lundi, il faut préciser justement cela à nos téléspectateurs, lundi 28 novembre de l'an de grâce 2022. Une nouvelle est tombée, Jonathan Matengene. Eh bien, la République centrafricaine a été choisie pour devenir le siège des BRICS en Afrique centrale. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Voyez-vous, mon frère Goss, nous avions un partenaire qui était quand même un peu bizarre. Oui. À la France. Donc, on avait un partenaire qui avait signé avec nous des accords léoniens, Centrafrique surtout. Et ce partenaire avait un monopole, la gestion ou bien la coopération avec le Centrafrique. Mais il n'était jamais hasardé à y poser, à y essayer même d'implanter le siège d'une institution sérieuse. Aucune. Quand on discutait de la BA, ils disent, bon, le Cameroun, nous posons au Cameroun. Pourtant, souvenons-nous, la capitale de l'Afrique équatoriale française, c'était Bangui. Les Félix Eboué, c'était à Bangui qu'ils étaient. Oui. C'est là-bas que tout se passait, même pour le massacre des indépendantistes camerounais. C'est là-bas qu'on allait chercher des combattants. Mais la jeune française, puisque c'est une jeune qui s'était organisée, à déstabiliser, avait choisi de faire du Centrafrique un terrain de jeu et d'expérimentation de toutes sortes de déstabilisation. Le Centrafrique n'avait donc aucune crédibilité auprès de la jeune française. Et c'est d'autant plus paradoxal que l'on se souvient qu'il y avait des accords de défense entre les deux pays. Donc, les Français auraient même pu dire que non, dans la répartition des organisations sous-régionales, il y aura quand même une organisation qui sera au Centrafrique. Et puisque c'est nous qui assurons la sécurité, rien ne leur arrivera. Vous voyez que la France doutait tellement du Centrafrique qu'elle ne voulait même pas
y transposer quelque chose. En fait, elle ne doutait pas, mais elle savait que le Centrafrique devait être un pays de chaos et d'exploitation des richesses abusivement. Voilà le rôle que le Centrafrique jouait dans l'empire colonial de la junte française. Oui. C'était la vache à lait, sans sécurité. Les Russes donnent un bel exemple, et c'est bien. Parce que vous avez une opinion africaine, les neutralistes, les fameux neutralistes entre guillemets, disent non, nous ne voulons pas quitter d'un maître à un autre. Ils reconnaissent quand même qu'il y a un maître. Donc, ils sont sous la coupe d'un maître. Mais ils ne veulent pas quitter ce maître pour aller chez un autre. Qui est le nouveau maître? Ils disent c'est les Russes. Voilà quand même les Russes, qui sont les partenaires des Centrafricains, qui sont arrivés. Ils ont réussi à stabiliser 99% du territoire actuellement, parce qu'il reste quelques petits groupes armés qui, de temps en temps, de manière sporadique, gênent l'État aux frontières ougandaises et soudanaises. À cette frontière tchadienne, c'est totalement sécurisé désormais. Les Russes qui ont accompagné les Centrafricains dans la sécurisation leur disent, pour nous, vous êtes aujourd'hui fiables. Votre pays est crédible. Et puisqu'il y a un projet de Sango, le projet officiel Sango, qui vise à moderniser la capitale Bangui, ils disent, il faut que ce soit en phase avec vos nouvelles perspectives géopolitiques. Le siège sous-régional des BRICS, ce sera chez vous. C'est un acte de confiance immense. Mais c'est surtout aussi la preuve que les Russes ne sont pas allés au Centrafrique pour jouer. Ils ont fait du Centrafrique un véritable territoire sanctuaire du point de vue militaire. C'est un territoire qui inspire désormais la confiance. Et poser ou décider d'y placer le centre sous-régional des BRICS, c'est un acte au niveau international qui en dit long. Au-delà de la confiance, ça en dit long. Est-ce à dire aujourd'hui que le Centrafrique est désormais un pays des BRICS? Ça veut dire que la procédure, on ne peut pas poser son siège sous-régional dans un pays dont la procédure n'est pas avancée. Ça veut dire que même si le Centrafrique, et pour ceux les panafricanistes qui se posent sur des questions, pourquoi le président Touadéra, il n'est pas assez virulent, il ne prend pas. Non. Il a un timing. Il a un timing qui suit. Et lui, c'est un mathématicien, donc il suit certainement une boussole logique. Oui. Et dans le suivi de ce calendrier, il n'a pas besoin de trop parler, encore moins de faire trop de bruit. Il préfère y aller calmement. Et tout montre qu'avec cette décision, que le processus d'adhésion du Centrafrique au BRICS est très avancé et certainement c'est même imminent. Donc ne soyons pas étonnés qu'en 2023, pendant que les nouvelles adhésions sont enregistrées et publicisées, celles également du Centrafrique soient communiquées à tout le monde. Est-ce également un message pour la zone Afrique centrale, précisément de la zone CEMAC, pour dire que si nous installons finalement un siège du BRICS en République centrafricaine, c'est que les autres pays de la sous-région sont protégés et peuvent prendre des décisions qu'elles veulent? C'est un signal fort. Vous vous souvenez que quand le Centrafrique adopte son projet Sango et adopte la monnaie Sango Coin comme deuxième monnaie officielle, c'est le gouverneur de la BEAC, la Banque centrale en Afrique centrale. C'est pas une banque centrale? Non, appelons ça comme ça, Banque centrale. Je sais que ce n'est pas une banque centrale, que la vraie banque centrale, c'est le Trésor de France. Donc, le gouverneur prend sur lui d'écrire quelques... Gribouillis sur un papier? Gribouillis est même gentil. Je ne trouve pas le mot parce que gribouillis serait un euphémisme. C'est un mélange de gribouillis et d'incohérence logique. Je ne vais pas dire bêtise, comme même souvent dit le professeur Mbelek, parce que lui, il est professeur. Moi, je ne suis pas encore professeur, donc je vais être un peu gentil avec ce gouverneur. Mais ce gouverneur prend celui d'écrire des contresens
sur du papier, comme quoi le Centrafrique n'a pas le droit d'émettre une nouvelle monnaie. Il ignore qu'il s'agit d'une monnaie digitale et la BEAC ne régule pas le digital. La BEAC régule la monnaie fiduciaire. Donc, il sort de son domaine, mais comme on lui a dit à Paris que tu as tous les pleins droits, les pleins pouvoirs, il écrit ces genres de conneries. Et finalement, quand on fait les ministres des Finances à leur réunion, ils reviennent dessus. Et j'ai quand même compris qu'en Afrique, certaines personnes, surtout les larbins, ils préfèrent leur vendre à leur honneur. Parce qu'au moins, même dans les pays du capitalisme, quand un homme d'une certaine trempe se trompe comme ça, il démissionne. Moi, je me suis attendu à voir ce gouverneur démissionner. Parce que les ministres, les ministres de Finances lui ont quand même fait une douche froide. En disant que le Centrafrique est trop avancé. Le Centrafrique anticipe même sur les changements, sur les réformes auxquelles la BEAC devra, les réformes qui s'imposent désormais à la BEAC. Vous voyez que c'était carrément une manière de lui dire, bah, toi tu ne comprends pas que le Centrafrique, ils sont en avant. Donc le Centrafrique, aujourd'hui dans cette posture avant-gardiste, avec l'adhésion au BRICS, rentre dans sa position désormais de pays élitiste en Afrique centrale. Et quand nous disons élitiste, ce n'est pas au sens france-africain, au sens larbiniste du mot, c'est au sens où le Centrafrique est désormais engagé dans les questions de géopolitique internationale au premier plan. Le Centrafrique ne fait plus les discussions de second ordre. Le Centrafrique est assis à la table des leaders. Et ce Centrafrique-là, c'est celui que nous avons toujours rêvé voir. C'est ce Centrafrique qui est en train d'émerger. Les soldats, les autres pays de l'Afrique centrale doivent donc prendre ce Centrafrique comme un modèle pour davantage réaliser leur émancipation. Jusqu'à preuve de contraire, on voit les BRICS commencer à donner du tournis, on va le dire comme ça, à l'Occident. Est-ce également un autre message pour dire que l'Afrique veut carrément s'émanciper, on va le dire comme du joug impérialiste occidental? Je vous avais dit une chose, ils sont en train de donner du tournis. Oui. C'est ce que le Centrafrique va faire. Parce que l'adhésion au BRICS, c'est incompatible avec la gestion monétaire qui a cours actuellement en Afrique centrale. Justement. Et donc, le Centrafrique, dans cette adhésion, sera obligé de s'arrimer au mécanisme des BRICS, c'est-à-dire une monnaie adossée sur de l'or et les échanges internationaux convertibles, d'abord en or, puis en monnaie locale. Ce mécanisme s'imposant au Centrafrique, le Centrafrique donne donc aux pays d'Afrique centrale un choix. Soit vous suivez la jeune française, soit vous me suivez. C'est pourquoi on parlait du nouveau leader. C'est ça le leadership, ce que le Centrafrique est en train de faire. Un leadership exemplaire. Et ce leadership aurait dû être joué par le Cameroun, ça il faut le reconnaître. Mais on dit justement que c'est leadership joué par le Cameroun et que c'est le Cameroun qui joue le double jeu là-dedans. À ce niveau, on sait bien de quoi on parle. Oui, il y a la main du Cameroun à beaucoup de niveaux. Mais vous savez, les larbins au Cameroun, ils font encore beaucoup de poids. C'est pourquoi dans les années, nous savons que le temps des panafricanistes est déjà là. Au Cameroun, le temps des panafricanistes est là. Il reste la manifestation évidente de ce que le panafricanisme est désormais au Cameroun. Oui. Nous sommes le sang du Cameroun. Nous sommes le cœur du Cameroun. Nous sommes l'âme vitale du Cameroun. Sans cette âme, le Cameroun ne vit pas. Mais nous allons faire vivre ce pays. Quand je dis nous allons, c'est pas au sens où nous ne le faisons déjà pas. C'est qu'actuellement, il faut que les larbins perdent totalement le contrôle de ce pays. Qu'ils perdent totalement. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a fait déjà un travail remarquable. Maintenant, il faut que ce travail s'irradie dans l'appareil gouvernant. C'est pourquoi le grand combat des panafricanistes, c'est de se retrouver aux premières loges du pouvoir désormais au Cameroun. Nous allons sortir des débats feutrés. Nous allons remonter dans le vrai combat. Parce qu'il faut que le président soit accompagné.
par des gens qui ont du mérite en matière élitiste. Oui. Pas une élite cooptée, mais une élite qui est légitime comme l'élite panafricaniste. C'est ça le grand combat. Et le Centrafrique va obliger les pays comme le Cameroun, comme le Tchad, à se débarrasser des larbins. Comme le Gabon, comme la Guinée équatoriale, comme le Congo-Brazzaville. Et vous savez que, mon frère Goss, nous sommes dans un projet de création d'une zone commune avec nos frères De la CEAC. CEAC. Enfin, nous sommes dans la même sous-région. Et nous allons créer. On veut une fusion CEAC. Nos frères des Grands Lacs, j'allais dire. Oui. Parce que eux, vous voyez, dans la géopolitique occidentale, on leur dit qu'ils sont dans la conférence des Grands Lacs. Que signifie Grands Lacs? C'est quoi les Grands Lacs? Quand on vous dit ça, vous avez l'impression que quand vous arrivez dans cette zone, vous entendez lac Rwanda, lac RDC. Oh, on parle de quelques lacs qui sont environnants. Hein. Le lac Kivu, quelques lacs. C'est ça qu'ils appellent les Grands Lacs. Lac de richesse, finalement. En fait, et c'est pourquoi ils ont peur. Ils ont peur parce que c'est la première zone pétrolifère d'Afrique. La première zone pétrolifère d'Afrique. Le plus grand gisement pétrolifère d'Afrique. Et peut-être l'un des plus grands sur la planète. Parce que les réserves éprouvées et les réserves découvertes encore à l'heure actuelle ne reflètent pas la véritable richesse de cette zone. Ils ont peur que cette sous-région devienne le poumon de la libération de l'Afrique. Le Centrafrique, avec le geste qu'il a posé, va obliger les pays environnants, le Cameroun, le Tchad, le Gabon, le Congo et la République et la Guinée équatoriale, à suivre cet exemple. Est-ce la fin finalement de la France-Afrique? Comme vous l'expliquez, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est la fin de la France-Afrique? C'est la mort de la France-Afrique en Afrique centrale. C'est la mort. Mon frère Goss, quand ce siège sera établi au Centrafrique, ce siège sera le pôle d'irradiation de la liberté. Et c'est à partir de ce siège que toute l'Afrique centrale va désormais travailler à sa libération. Parce que toute l'Afrique centrale, la nouvelle sous-région qui va naître, fusionnant les deux communautés, cette nouvelle sous-région sera une sous-région entièrement sous le contrôle des BRICS, entièrement acquise aux BRICS. Et on parle du premier gisement pétrolifère d'Afrique, pour l'instant d'Afrique, l'un des plus importants au monde, disposant de près de 10% des réserves de pétrole dans le monde. Oui. Avec une telle puissance, cette sous-région dans les BRICS sera certainement l'un des piliers du BRICS. Pas en Afrique, dans le monde. Parce qu'on sera obligé de revoir la configuration du BRICS. Et la configuration du monde, parce que jusqu'à preuve de contraire, Jonathan Batengela, ils sont quand même nombreux les pays qui veulent entrer dans les BRICS et abandonner entièrement l'Occident. Est-ce la fin aussi de l'Occident? Tous les pays qui produisent et qui ont les matières premières en abondance ne veulent plus être dans les affaires des Occidentaux. Parce que quand vous êtes à l'OMC, c'est les Occidentaux qui contrôlent l'OMC. Quand vous êtes dans la Banque mondiale, c'est eux qui contrôlent la Banque mondiale. Regardez ce qu'ils ont fait à la Russie. Ils ont tenté de faire à la Russie. Embargo, bon, c'est des mesurettes parce que ça ne prend pas. Cependant, ça montre que là où ils contrôlent, ils veulent toujours avoir la main mise. Il faut donc s'émanciper totalement de leur contrôle. Et donc, tous les pays qui ont les matières premières et qui savent qu'ils sont les cibles privilégiées de ces prédateurs ne veulent plus faire partie de leurs affaires dites. Nous voulons être dans une organisation où vous allez venir maintenant acheter et on vous dit quel est le... Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Arabie Saoudite, Algérie. Même si quelques-uns sont en train d'être dubitatifs par rapport à l'Afrique du Sud, qui pour beaucoup est un pays entièrement et totalement occidental. L'Afrique du Sud, la trahison de Mandela en Afrique du Sud est monumentale. On a préféré le présenter comme un libérateur. Non. Les panafricanistes savent que nous ne retenons pas grand-chose de Mandela. Si ce n'est sa grande trahison au sorti de prison. Il signe un accord avec l'élite blanche d'Afrique du Sud
et les représentants des États-Unis, de l'Angleterre et de la France qui lui disent, si tu garantis à cette élite blanche une sortie honorable de la situation qu'ils vous ont causée comme dommage et que tu démantèles le nucléaire sud-africain, nous te laissons les coudées franches sur l'Afrique du Sud et nous te donnons même une immortalité sur le plan de la considération mondiale. Mais c'était négocié, Mandela a trahi la cause africaine. Oui. Tandis que des pays comme l'Algérie l'ont aidé. Quand il est sorti de prison, il n'a plus rendu l'ascenseur. L'ANC est la plus redevable des organisations politiques en Afrique. L'ANC. Aujourd'hui, vous voyez les Malema, tout ça, ils s'agitent, ils soutiennent même les ambazoniens. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. L'ANC a une dette monumentale vis-à-vis de tous les mouvements de libération en Afrique. L'UPC, le Frélimo, le MPLA, tous ces mouvements-là. Le PAIGC, le FLN, l'ANC doit se revoir dans un miroir. Parce que l'ANC a mouillé dans des combines avec les Occidentaux. Le droit de protéger, l'ANC, ils l'ont signé. Ramaphosa a signé le droit de protéger. Le livre qui est devenu le bréviaire des interventions humanitaires. C'est-à-dire de l'ingérence dans les affaires des États. Un représentant de l'ANC l'a signé. Ramaphosa. Et comment de telles personnes peuvent vraiment incarner la lutte pour le changement de paradigme? Il faut que l'Afrique du Sud se réforme profondément. Qu'elle se réforme profondément. Et nous comprenons que ça va passer par des exemples exemplaires, comme le Mali est en train de le devenir, comme la RCA est en train de le devenir. Et nous n'allons pas faire du victimisme là-dessus. Parce que nous savons une chose. Nous avons une responsabilité historique, nous en tant que génération active, qui sont en train d'impulser des changements dans le monde. Nous avons une responsabilité historique. Ce sera également d'impulser cette réforme au niveau de l'Afrique du Sud. Est-ce que les cartes sont en train d'être rebattues? Je parle bien sûr des cartes, les cartes du monde. Et que l'Afrique est en train de revenir au-devant de la scène. Oui, l'Afrique est au-devant de la scène. L'Afrique est au-devant de la scène. On va dire revenir, non, l'Afrique est là, devant la scène. C'est l'Afrique qui est devenue la véritable vedette de la scène. Regardez le conflit en Ukraine. Regardez le conflit en Ukraine. Ce conflit, même s'il accourt, il n'arrive pas à faire ombrage à la lutte de libération qui se mène en Afrique. Les États-Unis prennent plus de décisions ces derniers jours pour les situations en Afrique que dans toute autre partie dans le monde. L'Ukraine, ce n'est que la guerre. C'est l'opération militaire spéciale des Russes qui a le coup là-bas. Ce n'est que ça. C'est la guerre États-Unis-Russie. On utilise l'Afrique comme bouclier. Pour dire que l'Afrique est en train de mourir de faim, alors que c'est l'Europe et l'Occident tout entier qui meurent de faim. Pas seulement comme bouclier, comme bouc émissaire. On veut prendre l'Afrique comme un bouc émissaire. Il y a un navire russe qui était, il y a 2 semaines, ça devait accoster. Les États-Unis ont écrit une lettre, oh, vous n'allez pas accoster, ils ne doivent pas accoster au président Paul Biya. Vous savez, le président Paul Biya, c'est quelqu'un de très calme. Et quand l'affaire a commencé à s'ébruiter, les États-Unis, vous savez, ils ont peur ces derniers temps. Les Occidentaux sont très craintifs. Quand c'était ébruité, ils ont laissé que le bateau accoste. Vous savez qui est venu à la charge? Non. Les Allemands. Les États-Unis pas dit aux Allemands, allez dire que GIZ. Nous, on ne veut même plus de GIZ. Toujours des ONG d'aide, dites d'aide. GIZ nous aide à quoi? Concrètement, moi, je ne sais pas à quoi GIZ m'a déjà servi. Depuis que je suis petit. Et beaucoup de Camerounais sont dans cette posture. On ne sait pas trop à quoi c'est GIZ. Selon vous, finalement, les larbins sur le continent africain, précisément au Cameroun? De prédilection. Au Cameroun, ils sont très nombreux. Très nombreux. Et surtout parmi la bien-pensance. Vous savez, ces gens qui sont toujours dans les cafés feutrés, c'est des avocats, ils sont des larbins.
toujours en train de tenir un discours. Oh, j'ai vu un dernièrement dit, oh, le Centrafrique, est-ce qu'ils vont s'en sortir? J'ai dit, mais celui-ci, il est au fait des problèmes du Centrafrique. Le Centrafrique est en train de mener un travail de leadership désormais en Afrique centrale. Oui. Seul ces larbins ne le voient pas. Le Centrafrique qui va tirer. Le Cameroun a préféré travailler avec le Centrafrique de cette manière, pour des raisons stratégiques. Parce qu'il faut un Centrafrique fort pour lancer la grande offensive contre les larbins camerounais. Mais nous leur disons aux larbins camerounais, préparez-vous. La grande bataille arrive. Vous serez éjectés. Vous allez quitter les sphères du pouvoir. Et c'est les panafricanistes qui y seront. Parce que nous ne pouvons pas Travailler avec des larbins. Travailler avec des larbins en Afrique centrale. Le Cameroun a une vocation de leadership en Afrique centrale. Le Cameroun a un rôle historique en Afrique. Et ce rôle historique est en train de se réaliser. Ce n'est pas nous qui le disons seulement. Cheikh Anta Diop le disait déjà. J'ai lu ce week-end Samba d'un auteur guadeloupéen qui également disait la même chose. Et pour ceux qui sont les adeptes du kimbanguisme en RDC, c'est également pareil. Pourquoi tous ces gens disent cette chose? Parce qu'il y a quelque chose qui va se faire. Il y a un travail qui doit être fait. Les BRICS, c'est l'avenir de la sous-région Afrique centrale. C'est l'avenir de l'Afrique en tant que continent, en tant que région économique et en tant qu'un État. La place de l'Afrique dans les BRICS, c'est celui du leader qui mène l'humanité vers les réformes salutaires. L'avenir de l'humanité ne se joue plus ailleurs. Vous savez, ces derniers jours, nous faisons un travail, et c'est bien parce que nous devons le faire encore, un travail de revisitation des programmes d'émergence ou bien des programmes politiques et économiques des grandes puissances des BRICS. Figurez-vous, aucun d'eux ne sort vraiment du néolibéralisme. Chacun fait du néolibéralisme maintenant à son propre avantage. Mais l'Afrique, ce n'est pas ce que nous devons faire. Nous allons vraiment sortir, nous allons permettre à l'humanité de sortir de ce régime de mort, de ce système de fabrication de la mort, de ce système inhumain qu'est le néolibéralisme. Et ça, nous allons le faire à l'intérieur des BRICS. Merci à vous, Jonathan Matengele, d'avoir été ce matin avec nous. C'est toujours un plaisir, mon frère Goss. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur nos pages et surtout sur nos plateformes numériques, Facebook, YouTube, Instagram, mais sans oublier TikTok, malgré la censure. Passez une agréable journée.